Il y a du bruit tout le temps à Paris. Amis réfractaires, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Paris avec Paul Elec. Et aujourd'hui, on va parler de la Palestine et de Gaza. C'était bizarre. C'était hyper chelou. C'était hyper chelou. Genre, tout d'un coup, clip de rap. Allez hop, on lâche un gros rap. Non, non, non. Résister, c'est pas juste au quotidien par rapport aux soldats, aux occupants, mais c'est aussi s'organiser. Et du coup, c'est quoi les différentes formes d'organisation politique qui ont permis justement de donner forme en fait à la révolte des Palestiniens? Effectivement, la question de la résistance, elle s'est posée depuis, même avant la création de l'État d'Israël, pendant le mandat britannique, jusqu'à aujourd'hui sous différentes formes. Mais il y a un fil conducteur, ça a été le mouvement national palestinien, c'est-à-dire l'idée qu'il existe un peuple palestinien, que la Palestine est son pays et qu'il est normal d'avoir la souveraineté sur ce territoire. Je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, selon les factions politiques, vous avez des gens qui vont dire sur tout le territoire de la mer au Jourdain, il y en a qui vont accepter les frontières de 67. La question, c'est que ce mouvement national palestinien, il va être incarné par différentes factions et organisations politiques qui, selon les périodes, vont avoir plus ou moins le leadership, on va dire la direction de ce mouvement national, de cette idée du droit d'autodétermination au peuple palestinien. Le nationalisme arabe, c'est le mouvement idéologique dominant. C'est un nationalisme, mais au sens progressiste du terme. C'est un nationalisme d'une nation qui n'a pas de pays, ou en tout cas qui a un pays qui ne lui appartient pas, sur lequel il n'exerce pas la souveraineté. Et ça va dominer, on va dire, la sphère politique jusqu'en 87, mais même après, ça va jouer un rôle majeur. Le meilleur exemple, c'est le Fatah, qui est l'organisation de Yasser Arafat, la figure, l'icône connue du peuple palestinien. Et Fatah, ça veut dire conquête, mais c'est un acronyme pour Harakat li Tahrir al-Watani al-Falestini. Mouvement de libération de la nation palestinienne. Watan, ça veut dire à la fois l'État, la nation en fait. Et ça va être le courant dominant. Et en fait, il faut comprendre que c'est des gens qui disent la priorité, c'est la libération de notre pays pour y installer notre souveraineté. Majoritairement, ce sont des musulmans, mais majoritairement, ils apparaissent comme un mouvement séculier au sens où ils ont mis en avant la question de la lutte de libération nationale avant l'islam, par exemple. Je dis ça parce que plus tard, on verra que d'autres organisations font d'autres choix. Bon, et ils s'organisent sous la forme d'une lutte armée, principalement, qui va les amener à beaucoup agir contre, on va dire, l'occupant israélien, mais souvent de l'extérieur des frontières. C'est ce qu'avait dit Arafat en disant, quand je viens négocier la paix, ne faites pas tomber le rameau d'olivier de ma main parce que j'ai aussi le fusil en bandolière. Et c'est vrai que le mouvement palestinien s'est illustré de notre point de vue comme un mouvement de lutte armée qui a beaucoup focaliser l'attention. C'est-à-dire que cette grande histoire mise en avant de la lutte armée, elle s'effectue un peu depuis les abords du territoire, puis ensuite depuis la Jordanie, puis ils vont être chassés de Jordanie dans les années 70, pour aller au Liban, ils vont être chassés du Liban, ils vont atterrir à Tunis. Donc en gros, grosse domination de ce mouvement-là, qui domine une autre organisation importante qui s'appelle l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Bon, et dans cette organisation, on va avoir en fait une coordination d'autres factions en dehors de ce mouvement, le Fatah, et notamment des mouvements, on va dire, marxistes, marxistes-léninistes, selon comment ils se définissent, et qui sont la continuité de ce nationalisme arabe, mais qui, à partir des années 60, va connaître comme le monde une vague de lutte de libération nationale qui est empreint de l'expérience communiste. On a par exemple le Front populaire de libération de la Palestine, qui va se revendiquer de différentes figures marxistes, y compris par exemple Che Guevara, ou alors Georges Habash, quand il est en Jordanie et qui dirige une partie du FPLP, il dit « Nous voulons faire de la Jordanie et de la Palestine un nouveau Vietnam », s'inscrivant dans la lutte contre l'impérialisme. Et comment ces organisations-là, elles arrivent à avoir une certaine, à la fois adhésion populaire et à la fois faire participer en fait, parce que tu as quand même l'impression que c'est l'ensemble du peuple palestinien qui se porte dans la lutte. Comment ça s'articule? Justement, c'est là où il y a une différence à faire entre, d'un côté, la lutte armée, qui est faite par des factions qui recrutent notamment beaucoup dans les camps de réfugiés, y compris les camps de réfugiés autour de la Palestine, des gens qui sont nés dans des endroits qui sont des camps, où on ne construit pas en dur, parce qu'on dit de toute façon, on va retourner sur notre territoire. Et ça, c'est le focus très particulier. Ça n'empêche pas que dans la société palestinienne, il y a une forte émulation associative, toutes sortes de formes d'organisation des gens, avec des journaux par exemple. Dès le début, les journaux vont jouer ce rôle de mettre en discussion les idées, mais vous avez des associations de toutes sortes, des associations culturelles, des associations d'étudiants, des associations de corps de métier, vous avez des syndicats aussi qui sont organisés.
Bon, alors, le problème, c'est qu'il faudrait rentrer dans les détails, mais en fonction des périodes, la capacité légale de s'organiser s'est posée, hein, en fait. Donc, il y a beaucoup aussi d'actions qui vont, on va dire, clandestines, mais en tout cas, il y a on va dire, un équilibre entre, d'un côté, une société civile organisée, c'est peut-être le terme, société civile, avec toutes sortes d'associations qui sont au cœur des populations, et de l'autre côté, le travail presque en exil, j'allais dire, de cette lutte armée qui agit depuis l'extérieur. Et ça, c'est la grande domination. Et pourquoi j'avais dit 87 ? Parce que 87 commence la première intifada, et c'est sans doute l'événement qui va reterritorialiser le conflit. C'est-à-dire que la première intifada, c'est un soulèvement populaire qui est majoritairement, on va dire, non violent, avec la question de boycott, de grève massive, de manifestation, qui va être très très vite réprimée. Donc ça va avoir aussi des formes de confrontation qui ont donné les images mythiques d'enfants avec une pierre contre un chat, hein, mais qui vont être un moyen pour ces populations de la société civile organisée rester sous le territoire, sous l'occupation israélienne, de reprendre l'initiative pour faire en sorte que la confrontation se repasse à l'intérieur du territoire. Et dans le sillage de ces formes pacifiques, vont ensuite plus tard se renouveler d'autres formes qui aujourd'hui donnent des mouvements de droits humains. Beaucoup, les camarades communistes par exemple, sont engagés dans des mouvements de droits humains qui peuvent être focalisés sur la question de l'emprisonnement, hein, parce qu'il y a un emprisonnement de masse. Depuis le 7 octobre, il y a eu 8000 arrestations de Palestiniens par exemple, et on a un système de détention administrative qui permet d'emprisonner des gens sans procès et renouvelable assez indéfiniment pour un certain nombre d'entre eux. Donc on a des gens qui vont en prison sans une forme de procès véritable et dont l'enfermement peut être en permanence renouvelé. Donc il va y avoir ce sillage-là. Le mouvement BDS qu'on connaît en France, il vient de la société palestinienne. C'est un rassemblement de plein d'associations de la société civile qui se rassemblent pour expliquer que le boycott, hein, pour appeler au boycott puis au désinvestissement en Israël et ensuite l'application de sanctions, est un moyen pacifique de faire pression et de rentrer dans une logique de contrainte de l'État d'Israël. Et ça émerge de la société palestinienne et de dizaines d'associations qui se sont rassemblées et qui ont travaillé ensemble pour donner une proposition de voie politique de sortie. Bon, et puis vous avez toutes sortes d'associations, moi j'en connais certaines, qui par exemple luttent contre le fait que l'armée d'Israël rase régulièrement des villages dans le sud du pays ou vers le Negev, des communautés, qui soient bédouines ou autres, qui sont délogées, dont des villages sont donc rasés, où vous avez des endroits où les colons arrachent les oliviers que font pousser les Palestiniens. Et donc il y a des associations qui passent leur temps à replanter. C'est une situation à la Sisyphe, quoi. Mais en même temps, c'est encore une fois, cette logique de résistance, ça peut être de résister à la tentation d'abandonner et de désespérer en fait. Et le Hamas dans tout ça, comment est-ce qu'il émerge? Parce que souvent c'est une espèce de représentation comme ça du Hamas comme étant la seule possibilité de résistance à Gaza. Comment ça s'est mis en place cette situation? Comment est-ce qu'ils ont récupéré toute la lutte? Donc Hamas, en arabe ça veut dire ferveur, et littéralement c'est l'acronyme de Harakat al-Muqawamat al-Islamiyya, mouvement de la résistance islamique. Pourquoi j'insiste sur ces termes? Parce que, en fait, ce sont des termes qui étaient plutôt utilisés dans le vocabulaire nationaliste. Vous aviez Harakat li Tahrir al-Watani palestini, tout à l'heure, le Fatah. Harakat est repris. Muqawama, le terme de résistance, est aussi repris du vocabulaire nationaliste. De 47 à 87, en vérité, les frères musulmans à Gaza, qui sont à l'origine de la création du Hamas, sont dans une stratégie de non-intervention politique en ce qui concerne la lutte nationale. Au contraire, ils sont dans la solidification d'un réseau associatif qui prône la réforme morale des Palestiniens, en faire de bons musulmans, nous rapprocher du texte religieux. Deuxièmement, organiser une vie malgré la situation et ne rompre pas avec cette stratégie qui est... Le but, vraiment, c'est de se porter sur le spirituel et de consolider ses forces et son influence à l'intérieur des structures qui organisent la vie quotidienne. Parce qu'encore une fois, soutien scolaire, club de sport, construction de lieux de culte. On est vraiment dans une sorte de stratégie d'hégémonie soft, mais de non-intervention politique. Les choses vont commencer à changer, on va dire en 86. Déjà, le Hamas crée une première organisation qui s'appelle Majh et qui, en gros, est une sorte de police qui va à la fois avoir pour but, entre guillemets, de protéger les lieux islamiques et de l'autre côté, de commencer à agir comme une sorte de police des mœurs contre des bars et des établissements où on sert de l'alcool, par exemple, etc. Et aussi un moyen de s'attaquer à d'autres factions. Par exemple, les premiers qui vont payer le prix de la présence, de la transformation, on va dire, des frères musulmans en une structure plus active, y compris avec des forces armées, ce sont les communistes. Par exemple, la première action, on va dire, coup de poing de ce qui va devenir le Hamas, ce mouvement-là, c'est de s'attaquer au Croissant Rouge, qui est tenu par les nationalistes et les communistes de Gaza, Croissant Rouge qui existe toujours aujourd'hui, on le voit intervenir, en gros une sorte de Croix-Rouge locale, mais qui était à l'époque tenu par des organisations politiques, quoi, et qui revendiquaient leur appartenance politique.
En 96, la première intifada ramène le conflit sur le territoire, entre guillemets, et donc du coup, c'est le début, après l'intifada, du processus d'Oslo qui va amener à la négociation. Le fait que l'OLP et Arafat vont renoncer à la lutte armée comme forme de résistance et proposer d'autres formes d'action et arriver à trouver un accord avec, pour la constitution de 2 États. Et c'est à ce moment-là que les frères musulmans, qui pendant 40 ans n'ont pas agi politiquement, ou très peu, vont changer et vont créer ce mouvement Hamas. Et pourquoi je précisais les termes tout à l'heure, Harakat al-Muqawamat al-Islamiyya, c'est qu'ils vont avoir un déficit de légitimité en partie sur le plan politique, pas forcément sur le plan religieux, mais donc ils ont besoin de se réinscrire dans cette lutte nationale de libération. Donc l'exemple, c'est l'utilisation de ces termes du vocabulaire nationaliste. On peut donner un autre exemple. On entend parler souvent de la branche armée de Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam. Ezzedine al-Qassam est le nom d'un nationaliste qui va se battre, il va se faire connaître comme luttant contre le mandat britannique. Et dont on parle là des années 30, en 1935 notamment, il va lancer une partie de l'insurrection contre le mandat britannique. Donc c'est une figure nationaliste. C'est un qadi, c'est-à-dire un juge, mais c'est pas en soi une figure religieuse importante. C'est plus une figure politique, mais elle est utile parce que, dès le départ, l'identité islamique de la Palestine et le nationalisme ont toujours été mis en commun. Je dirais, la brigade nationaliste dans les années 30 autour de Jérusalem, elle s'appelle Al-Jihad al-Muqaddas, c'est-à-dire le djihad sacré. Donc il y a toujours eu une empreinte des deux, et la question c'est l'équilibre. Et donc en gros, quand se crée le Hamas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réintégrer ce logiciel nationaliste, mais à leur sauce, c'est-à-dire en le justifiant à travers un discours empreint de religion. Dans leur charte, qui est le document beaucoup commenté, notamment parce qu'il y a des passages antisémites, des références au protocole de Sion, des sages de Sion, pardon. On a des formules bizarres. Par exemple, il y a Dasturna al-Koran al-Karim, notre constitution, le Coran, le Saint-Coran. On a une sorte de mix dans le logiciel. On a à la fois la revendication d'une lutte de libération du territoire, mais on le fait au nom du fait que la Palestine est une terre sacrée, au nom de l'islam. Donc si vous voulez, quand les nationalistes avaient fait le choix de dire, entre guillemets, si je veux résumer, la Palestine maintenant et l'islam après, parce que une majorité sont musulmans, mais il faudra vivre avec toutes les religions qui existent, y compris, je rappelle, il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, environ 6%, je dirais, de la population. Les islamistes du Hamas font l'inverse, ils disent au nom de l'islam, la Palestine. D'ailleurs, ils vont faire campagne sur ce thème. Et puis, on arrive à quoi? À 2006, où il y a des élections qui sont organisées. Et alors que le Hamas avait jusque-là boycotté les élections internes à la scène politique palestinienne, qui est un conseil, une sorte d'assemblée palestinienne, en 2006, ils gagnent les élections. Alors, ils font pas la majorité des voix, puisqu'ils font autour de, je pense, 47-48% peut-être, et le Fatah ne fait que 42%. Donc, le Hamas a, entre guillemets, gagné les élections, mais il ne reconnaît pas, à cette période, en 2006, pas du tout, l'État d'Israël comme un État, ou comme acceptable sa présence comme État à côté de ce qu'on rappellerait les frontières de 67. Ils ne sont pas pour 2 États, en gros. Et certains, d'ailleurs, appellent à la destruction de l'État d'Israël. Donc, il y a une difficulté, c'est que Ismaël Haniyeh, qui est le chef de la branche politique du Hamas, va à ce moment-là être nommé à la tête du gouvernement. Mais ni Israël, ni les États-Unis, ni l'Union européenne ne veulent accepter un gouvernement mené par le Hamas qui est contre l'État d'Israël et contre son existence. D'autant plus que l'accord d'Oslo, dont on a un peu parlé, mais reconnaît le droit de l'OLP de représenter le peuple palestinien comme interlocuteur dans les négociations, mais pas véritablement le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. C'est-à-dire que c'est un accord c'était un peu un piège Oslo. Donc, en gros, le Hamas, à ce moment-là, s'estime légitime à former le gouvernement, sauf qu'il est limogé, et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, nomme un premier ministre dont la formation politique a fait 1% aux élections. Donc c'est la crise. Et je vous passe les détails, mais le Hamas va finir par s'imposer à Gaza, prendre le pouvoir à Gaza, et on entre alors dans une période où de 2006 à 2014, voire un peu plus, on a une sorte de mini-guerre civile palestinienne entre Fatah et Hamas qui vont se faire une guerre assez sanguinaire, notamment à Gaza. Et puis bon, jusqu'à ce qu'en gros, le Hamas s'impose comme maître de la bande de Gaza et donc commence à le gouverner, prendre le gouvernement. Et là, on arrive à un autre dilemme, c'est que ils ont promis une Palestine islamique régie par le droit musulman, mais en fait, ils arrivent et ils ont une forme de proto-État. Ils doivent devenir une sorte d'État, puisqu'il y a le blocus de Gaza qui commence à ce moment-là. En réaction à la prise de la bande de Gaza, Israël installe un blocus illégal, mais en gros, ça veut dire ça devient une prison à ciel ouvert et on ne rentre et on ne sort que sous l'autorisation d'Israël. Et en fait, c'était une dinguerie, je dois le dire. Le premier jour, en fait, j'ai réalisé le vrai premier jour, qu'est-ce que ça veut dire. J'arrive à 5h du matin à Tel Aviv, je suis fatigué, excité, donc
J'essaye de trouver ma route pour Hébron. J'arrive à Jérusalem après avoir pris un taxi collectif et tout. Et là, j'essaye de trouver les bus et tout. Toutes les informations qu'on m'avait données, elles tombent. Et je me dis, allez, c'est le premier jour. Je fais le richos, je prends un taxi et je m'en fous, tu vois. Et là, j'arrive, je prends le taxi, il m'amène à Hébron, mais il ne connaissait pas trop. Et je lui montre l'adresse et il dit, ouais, moi, je ne sais pas où c'est. Il appelle quelqu'un qu'il connaît, je sais pas quoi et tout. Et il me dit, ah ouais, mais là où vous allez habiter, moi, j'y vais pas. Alors, tu vois, moi, je sais pas trop quoi faire. J'appelle celui qui va devenir mon coloc et tout. Il parle, parce que je parle pas un mot d'arabe, hein. Je sais dire bonjour et je m'appelle... Ah oui, tu viens en sachant rien dire. Ah ouais, non, En Palestine, occupé quoi. Voilà. Okay. C'est complètement inconscient quand j'y pense. Mais... Bref, du coup, je file le portable du mec qui va devenir mon coloc. Et là, on m'amène à un endroit. Encore une fois, il est 6 h du matin. On est vendredi. Et j'arrive dans une petite ville, enfin des petites ruelles, toutes couvertes en pierre. Genre vraiment caricature des vieilles villes qu'on a dans les films sur le Moyen-Orient, quoi. Et là, genre, je lève la tête et au-dessus des grillages avec des détritus, des sacs plastiques et tout. Et au-dessus, du niveau d'après, des espèces de miradors avec des soldats en armes, quoi. Les soldats israéliens. Ouais. Du coup, un de tes premiers rapports quand tu arrives, c'est les soldats israéliens. Tu as vécu d'autres trucs avec ces soldats-là qui t'ont marqué, qui t'ont dit la Palestine, la Cisjordanie, c'est pas... C'est arrivé qu'à 4 h du matin, toc toc toc, ouvrez la porte, descend de l'armée israélienne, tout le monde sort, contre le mur, fusil comme ça, vous êtes qui, etc. Il y avait une raison particulière ou c'était juste un contrôle? Absolument pas, justement, tu vois, c'est qu'en gros, il y a eu encore une fois, j'ai été dans une période entre 2015 et 2017 où ça a été une période de forte tension avec des morts des deux côtés, entre guillemets, parce qu'en fait, le statu quo actuel, enfin avant le 7 octobre, si tu veux, c'était toujours une espèce de statu quo mortifère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vision de ce qui allait se passer, mais il y avait des cycles de violence réguliers, quoi. Donc ouais, il y avait des descentes, mais en fait, pour rappeler aux Palestiniens qui sont sous contrôle. Ces mots-là, c'est même pas les miens, c'est ceux d'une organisation israélienne qui a été créée, notamment à Hébron, qui s'appelle Breaking the Silence, briser le silence, qui sont des anciens soldats qui témoignent des violations des droits de l'homme qu'ils ont eux-mêmes fait subir aux Palestiniens. L'apartheid, c'est encore une fois un grand mot, mais ça veut dire concrètement quoi? Il y a des rues qui sont interdites aux Palestiniens et qui sont autorisées que pour les colons ou les étrangers. Moi, c'est-à-dire que tu as des checkpoints au début de la rue, il faut donner ses papiers. Si tu n'as pas le bon papier israélien, tu passes pas, quoi. Voilà, ou étranger. Moi, j'avais mon passeport français, je pouvais rentrer sans problème, mais t'es Palestinien, t'as pas le droit. Donc ça dit quelque chose. Et on parle de rues où il y a des gens qui y habitent. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des rues où du jour au lendemain, des gens qui habitaient, ils n'ont plus le droit d'être dans cette rue. Tu as besoin d'une ambulance, il faut l'autorisation de l'armée dans certains quartiers. Donc si tu as une crise cardiaque, genre t'as pas les bons papiers, elle vient pas, tu vois. Encore une fois, parce que l'idée c'est qu'il y a une guerre psychologique, c'est au quotidien, voilà, rappeler en gros, essayer de rappeler aux Palestiniens qu'ils ne seraient pas chez eux en Palestine. Et c'est une guerre psychologique, tu vois. Et les colons, je te dis, ça ne s'improvise pas. Donc moi, dans mon boulot, il y a un moment où, pour lever des fonds pour l'association palestinienne à laquelle je travaillais, on essaie de lever des fonds auprès de gouvernements étrangers pour justement que l'association soit dans une relative indépendance des autorités palestiniennes comme israéliennes pour pouvoir agir, tu vois. Donc je faisais des tours de la colonie et des rues interdites aux Palestiniens pour leur montrer ce que c'est concrètement une ville coupée en deux, des checkpoints, des grillages, des barrières. Et là, tu croises des colons, les petits-enfants qui, avec des faux flingues en bois et tout, jouent à chat perché avec les soldats du coin qui sont la garnison de passage qui maintient le truc. Tu vois, même toute la société israélienne est construite, bâtie dans cet objectif-là, quoi. En tout cas, je veux dire, bien sûr qu'il n'y a pas d'homogénéité en soi de la société israélienne. Tu verras des mouvements, des pacifiques, des jeunes qui vont faire des fêtes et tout. Mais il y a l'espèce d'idée qu'il y a un état de guerre ou de siège permanent potentiel. Quand on parle avec certains progressistes israéliens, en tout cas des gens qui reconnaissent que c'est une situation coloniale, quoi. Même ceux qui ont fait l'armée, ils disent que c'est difficile de parler parce qu'il y a une espèce de syndrome du traître, quoi. Je pense que le service militaire, on ne se rend pas compte, mais ça représente un traumatisme. Ça, c'est vraiment le discours de Breaking the Silence.
cette association de soldats qui, en fait, pareil, tu vois, ils débarquent en Cisjordanie, ils ont une arme à la main et on leur demande tous les jours de contrôler des Palestiniens, y compris de faire des actes de torture, parce que quand ils les arrêtent, c'est les yeux bandés, les dents attachées dans le dos, on les met comme ça 24 heures dans une salle sans rien leur dire. Enfin, et témoigner contre son propre pays avec cette espèce de fonctionnement général du système. Et c'est ça qui sans doute est terrifiant en termes de possibilités pour deux peuples de vivre, quoi. C'est que le colonialisme ensauvage tout le monde. Ça c'est la thématique très de Fanon, tu vois. Mais c'est ça que je veux dire par le rite de passage du service militaire. Parce qu'en gros, même si tu n'es pas dans les organisations politiques, de contestation, machin, la colonisation, l'occupation, elle est toujours là. Dans tous les trucs quotidiens. Ben c'est ça, c'est qu'en fait tu peux pas y échapper, c'est-à-dire que ça me fait rire, tu vois, je vais te dire un truc, il y a beaucoup de Palestiniens qui me disaient genre non mais moi je fais pas de politique, ou je suis pas politique, et si tu leur avais parlé un peu de l'occupation, de l'armée et tout, ils avaient tous plein de trucs à dire. Et moi je disais mais ça c'est hyper politique, en fait tu peux pas ne pas être politique en Palestine, parce que ta vie est politique, l'endroit où tu veux aller, l'autorisation que tu as ou non de le faire, de partir, tu vois, il y avait 2 gamins avec qui j'habitais, à l'époque, ils avaient peut-être 10 et 13 ans. De temps en temps, ils sortaient un cerf-volant pour jouer sur le toit, tu vois. Et régulièrement, les soldats leur demandaient de ranger leur cerf-volant et de descendre du toit de leur propre maison parce que les soldats, ils n'avaient pas envie que les cerfs-volants soient là et attirent leur attention alors qu'ils devaient garder l'horizon. C'est hyper politique, tu vois. Autre truc, tu vois, ils disaient, nous, on ne fait pas partie des organisations politiques, mais il y avait des associations qui, dans le quartier, apprenaient aux gamins à utiliser les téléphones pour filmer. En disant, comme ça, vous avez une preuve. Parce qu'on ne va jamais vous croire. Les colons viennent te provoquer, tu vois. Moi, j'ai vu des colons, ils viennent, ils te poussent, ils t'insultent, genre en mode des insultes pour, tu vois, provoquer. Et là, tu fais un geste brusque, un énervement, et c'est toi qui te fais embarquer par l'armée ou la police israélienne. Donc, ils apprenaient aux gens à filmer, etc. Et eux, ça devenait tellement partie de leur quotidien que voilà, leur vie était politique parce que leur présence remettait en cause un ordre inégalitaire concret, quoi. C'est vrai que le terme colonie, il prêtait un peu à confusion parce qu'on a l'impression que les colonies, c'est des villes installées ou des trucs comme ça. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est vraiment des Israéliens, souvent des ultra-orthodoxes, donc avec la complicité de l'armée, qui s'approprient des terres qui sont en Cisjordanie et qui prennent le contrôle de ces terres-là et qui limite exproprient les gens, quoi. Par exemple, à Hébron, qui est vraiment le berceau de l'extrême droite israélienne, et c'est là où on a des colons qui sont là pour des raisons idéologiques. Ils estiment que l'ensemble de cette terre a été donné par Dieu, et donc, État israélien ou pas, elle leur appartient, et c'est normal qu'ils en prennent possession. C'est ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, c'est ça ? Certains sont des ultra-orthodoxes religieux, d'autres c'est même ils sont religieux, mais c'est un ultranationalisme plus fascisant, quoi. Moi d'ailleurs à Hébron, tu vois, genre là où une des années où j'ai marché dans la rue là où les colons habitent, il y avait écrit envoyons tous les Arabes, enfin tu vois, envoyons les Arabes à Auschwitz, ou des trucs sales, trash comme ça qui sont hallucinants enfin bon, je sais pas, genre c'était vraiment choquant. Et puis t'as, on va dire, des colons qui sont d'une logique opportuniste, mais qui aident bien le gouvernement israélien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, au fur et à mesure que le gouvernement peut légaliser telle ou telle colonie pour justement s'approprier du territoire, ils vont ensuite subventionner ce genre de colonie, où c'est moins des villes que, je dirais, c'est comme des quartiers privés. C'est-à-dire que dans la colonie, il n'y a pas... souvent, à côté des colonies, il y a des supermarchés, des endroits où faire les courses et tout, mais les gens, ils habitent là, c'est de la résidence. Ouais, voilà, c'est de la résidence. Donc des fois, pourquoi au lieu d'habiter à Jérusalem, alors que ça coûte cher, le prix du truc, t'es à 20 minutes en voiture dans ta colonie, avec ta petite route privée, où t'es sûr de ne pas croiser de Palestiniens sur la route, et t'as le double en mètres carrés de là où t'habites. Donc t'as des populations aussi qui vont profiter de cette opportunité, de cette sorte de subvention économique de projets de colonisation par le gouvernement israélien. Ils t'aiment bien en tout cas. Il y a un rap palestinien, hein, ouais, il y a une scène rap palestinienne. J'ai fait un concert de rap à Bethléem, puis voilà, ouais, non, de la poésie aussi. On se rend pas compte, mais l'héritage de la poésie palestinienne, c'est aussi culturellement très important. Donc ouais, j'ai déjà vu des récitals de poésie. Non, il y a, tu vois, une effervescence de, encore une fois, la culture. C'est toujours l'expression artistique des sociétés, mais là, elle est l'expression d'une vie
de la société qu'on étouffe, quoi. Rares sont les propositions artistiques qui, d'une manière ou d'une autre, n'abordent pas un des grands thèmes de la vie politique palestinienne. L'exil, la mort, la prison. En tout cas, c'est un moyen de subversion de l'ordre établi très investi par les Palestiniens et les Palestiniennes. Pas par tous, hein. Je veux dire, encore une fois, il y a aussi des gens qui ont une vie très traditionnelle voilà, dans les petits villages, faites des habitudes du quotidien, du travail de la terre. Voilà. Il m'avait un peu marqué, alors je ne sais pas c'est quel hôpital qui avait été bombardé, mais il avait été bombardé, donc je parle de Gaza. Et les images qu'on voyait, alors il y avait beaucoup d'images, comme tu peux imaginer, assez sanglantes et tout ce qui s'est passé. Et tu avais des fois aussi un gars qui avait peut-être notre âge, tu vois, qui prenait en charge des gamins et qui trouvait un bout de plastique pour le faire du toboggan. Et tu vois, tous les gamins, même avec tout ce qu'il y avait autour, ils jouaient au toboggan, ils s'amusaient. Et tu as un truc comme ça un peu particulier que tu ne retrouves pas ailleurs, quoi. Même dans les pires des cas, il faut quand même continuer à vivre, quoi. Mais complètement. Encore une fois, t'imagines, vivre, c'est déjà un acte politique. Parce qu'en fait, si on écoute la vie que veulent réserver, que veut réserver l'État colonial aux Palestiniens, on leur demande de mourir en silence et de ne pas exister. Donc vivre, c'est déjà un acte politique. Mais de fait, c'est toujours incompréhensible pour les gens de comprendre comment on peut s'amuser. Mais t'imagines le stress psychologique, la tension que ça ressort, les niveaux d'anxiété. Il y a plein d'études qui montrent qu'au niveau de la santé mentale, la Palestine, c'est un endroit où ça va pas, où les enfants, ça va pas, tu vois. Donc en même temps, on trouve moyen de s'amuser avec plein de choses, tu vois. Il y a une volonté de ça, de rien lâcher, tu vois. Par exemple, il y a eu un moment où des gens, ils appelaient ça l'intifada des sourires. Quand ils se faisaient arrêter, les Palestiniens, ils leur disaient souriez. Et ils faisaient le V de la victoire et toujours en disant mais ils peuvent nous enlever ce que vous voulez, mais ils ne peuvent pas nous enlever notre fierté d'être qui nous sommes, l'héritage qu'on porte et le fait qu'on résistera. Tu racontais que tu es venu un peu, pas naïvement, mais un petit peu sans forcément t'attendre à ce qui s'est passé. Et tu es reparti, tu es resté 2 ans, et maintenant tu prends la parole sur la Palestine, tu prends beaucoup de temps là-dessus. Souvent, quand je raconte là ce que j'ai raconté, les gens focalisent sur l'horreur, sur la difficulté. Je pense que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer des gens incroyables, des gens qui justement vivent dans des situations où tu te dis mais c'est invivable, et ils arrivent à trouver des ressources d'une résilience folle. Je pense que ça m'a donné une idée de à quel point il faut savoir s'attacher, être résilient et trouver des manières de continuer, de lutter, de ne jamais désespérer, quoi. Ça m'a appris aussi ça m'a un peu déseuropéocentré dans ma vision des choses. Parce qu'encore une fois, tu vois, je vais te dire une conversation un peu débile, mais pour te montrer. Un jour, je suis chez un pote palestinien et sa famille m'a offert des habits traditionnels, une espèce d'immense, ils appellent ça un dosh daché, une espèce de grande robe, comme une robe de chambre, mais un peu classe et un peu marron, en mode, j'avais trop l'impression d'être un Jedi, tu vois. Et donc, je fais une blague du genre en mode, je suis grave un Jedi et tout, tu vois, parce que c'était vraiment... Et là, mon pote, il me regarde et... Quoi? Et il connaissait pas du tout Star Wars, tu vois. Et pourtant, c'était un mec... Encore une fois, il parlait l'anglais, un peu le français, il était assez connecté au truc, mais juste... Et ben là, je me suis senti con en me disant, bah ouais, mais c'est une ref, tu sais, et qu'en fait, voilà, tu vois, dans le Moyen-Orient, il y a aussi tout un espace culturel qui a ses propres références. Ça m'a permis de me décentrer, d'être à mon avis, ça m'a appris à savoir me laisser étonner, savoir comprendre des choses, tu vois. Rien que sur la question de la religion, c'est bizarre de vivre dans une société où ne pas croire en Dieu, c'est ça, être l'intrus, tu vois. Moi, je ne crois pas en Dieu, par exemple. Mais je me suis marré à avoir des discussions pendant des heures avec des Palestiniens à qui ça faisait rigoler, mais ça faisait rire de ouf que je crois pas en Dieu. Genre, je disais, ben moi, je crois pas en Dieu. Et ils morts de rire, hein, des gars. Ils me disaient, mais qui a créé tout ça, là? Genre, c'est quoi tes explications, tu vois? Donc, ça m'a appris ça. J'ai l'impression qu'il y a des... Alors, c'est une impression de ce qu'on voit sur les réseaux, de nous, quand on travaille, c'est que tu as eu le 7 octobre, tu as eu tous les bombardements successifs et toute l'histoire qu'on connaît.
Et là, on a l'impression que ça commence à bouger de manière différente en ce moment avec les universités états-uniennes qui ont lancé quelque chose de fort, avec les mouvements de boycott aussi qui existent là-bas avec les stars états-uniennes. Il y a beaucoup de trucs qui se passent en Allemagne, en Angleterre, même en France. Tu as des pays africains qui se mobilisent, des gens là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui regardent les vidéos du Canard, qui regardent les vidéos de plein de médias différents, qui parlent de la situation, qui disent à quel point c'est catastrophique? Comment on combat face à ça? Moi, j'ai rejoint le réseau social du coin du collectif et on m'a dit dimanche, il y a une diffusion de tracts sur le marché, on appelle à la manif de mercredi. Et voilà, quoi, tu te pointes, tu rencontres les gens et puis tu livres, quoi. Il n'y a pas plus d'implication que ça, a priori. Enfin, tu peux, hein, parce qu'ils ont des commissions. Je ne sais pas encore comment ils fonctionnent, j'attends la prochaine réunion, tu vois. Mais en tout cas, c'est déjà une action concrète de militer au quotidien sur les événements de solidarité qui s'organisent. C'est hyper facile, quoi. Sur ce, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo qu'on a tournée à Paris, dans la ville de Paris, c'était incroyable. Donc avec Paul, merci beaucoup pour cette participation. Un plaisir. Que des feats, fait que des feats en ce moment. Il y a eu toi, il y a eu Padu. Il y en aura sans doute plein après de gens. Probablement. Bah non, mais c'est bien, c'est la période. Faut encore une fois, hein, abonnez-vous, participez. Les médias indépendants, c'est une manière d'agir aussi, c'est une manière de prendre position dans le débat. Moi, j'étais hyper content de faire cette vidéo avec vous. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'interventions sur la Palestine de façon aussi personnelle et j'apprécie votre travail. Donc, à la prochaine. C'est beau. On est en financement participatif aussi. Là, il doit rester quelques jours. Vous pourrez retrouver ça en description. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine. À la prochaine. Non, non, non.